questions. Questions orales. The honourable member for Thornhill. Partout où vous regardez, la vie devient plus difficile pour les jeunes après une décennie de gouvernement libéral. Plus difficile de se loger parce que les loyers, le prix des maisons et les hypothèques ont doublé. Plus difficile de trouver un emploi parce que le chômage chez les jeunes est toujours 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Et même aller à l'épicerie, c'est plus difficile à cause de l'inflation alimentaire qui a augmenté de 100% sous le mandat de ce Premier ministre. Après avoir payé des dépenses de base, il reste presque rien du tout, souvent même rien du tout. Comment les députés d'en face peuvent-ils soutenir un bilan qui a complètement échoué et laissé pour compte toute une génération de Canadiens? Le ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, à chaque étape, alors que notre gouvernement appuie les Canadiens face à des temps très incertains, les conservateurs se sont opposés à nous. Les conservateurs se sont levés à chaque fois, à chaque reprise, contre les familles canadiennes, contre les travailleurs canadiens, contre les enfants canadiens. Ils ont refusé d'appuyer des choses comme le programme alimentaire dans les écoles, comme la bonification de l'assurance emploi ou comme les aides qu'on a apportées aux jeunes familles avec des services de garderie abordables. Tout ce qu'ils font, c'est de l'obstruction. Ils devraient sauter du chemin. La députée de Thornhill, le ministre peut prétendre que tout va bien, mais clairement, elle n'écoute pas ce que nous disons ici. Peut-être qu'elle va écouter Myriam de Toronto. Elle a 26 ans, Myriam. Elle travaille 12 heures par jour comme infirmière. Et elle a dit à CTV News, et là je la cite, que mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, c'était complètement hors de portée pour le moment. Elle arrive à peine à joindre les deux bouts. Même après avoir fait des études, avoir trouvé un bon emploi et fait tout ce qu'on lui avait dit de faire. La ministre dit-elle aux jeunes qui ont fait tout ce qu'ils devaient faire, qu'ils devraient tout simplement rabaisser leurs ambitions et se contenter d'avoir un avenir où ils vivront juste au jour le jour? La ministre. Monsieur le Président, ce que notre gouvernement dit aux jeunes, c'est qu'ils peuvent nous aider à bâtir de grandes choses au Canada. Et vous savez quoi? Les Canadiens et les jeunes sont là pour aider, mettre la main à la pâte. Les jeunes tirent parti de la formation dans les métiers en partenariat avec des provinces comme l'Ontario. Les jeunes sont là, en train d'être formés dans les métiers de la formation pour bâtir plus grand et pour bâtir mieux. Mais les conservateurs, à chaque fois, votent contre nos initiatives, contre les gens qu'ils prétendent vouloir aider, dont les jeunes. Et vous savez, dans la circonscription de Thornhill, le député de Barrie, Sud-Innisfil, 10 ans. Les 10 dernières années ont été incroyables. Si vous êtes membre influent du parti, un lobbyiste ou un ami du Premier ministre, tous les indicateurs montrent que l'économie canadienne est en chute libre. Mais les libéraux et leurs amis se goinfrent au buffet des contribuables. Les travailleurs de l'automobile, les artisans, les familles, les mères célibataires ont du mal à payer leur loyer et leur hypothèque. Les jeunes ont perdu espoir et les aînés n'ont pas les moyens d'aller à l'épicerie. Mais par contre, on leur dit que la vie n'a jamais été aussi belle. Qu'en est-il des grandes promesses lors des dernières élections? Est-ce que c'était pour se faire élire plutôt que pour réparer les dommages qu'ils avaient eux-mêmes causés au cours des 10 dernières années? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Écoutez, nous avons un plan pour rendre la vie plus abordable partout au pays. On commence par le logement, mais on va parler aussi d'allègements fiscaux, comme on a annoncé lors des dernières semaines, pour l'aide à l'épicerie. Nous avons aussi un allègement fiscal qui bénéficie à 22 millions de Canadiens. Nous sommes là pour rendre la vie plus abordable. On se concentre sur les premiers acheteurs qui pourront avoir un remboursement ou une aide de 55 pour aller jusqu'à 55 000 $. Donc, c'est sans précédent. Le député de Barrie Sud Innisfil, mais selon tous les indicateurs, tous les problèmes auxquels les Canadiens sont confrontés depuis les dernières élections s'aggravent. Le coût des aliments a doublé. Le recours aux banques alimentaires a doublé. Les mises en chantier sont quasiment inexistantes. Plus de licenciements, de fermetures d'usines. Les barrières commerciales interprovinciales existent toujours pas d'accord avec les États-Unis. Un demi-billion de dollars de capitaux ont quitté le Canada. Les déficits gonflent, la dette est sans précédent. Lors des dernières élections, ils ont promis la véritable aide pour les Canadiens. Après une année de coûts plus élevés, de promesses non tenues, où est-ce que les libéraux pensent avoir livré la marchandise exactement? Le ministre, peut-être que le député ne le sait pas, mais nous sommes au beau milieu d'une guerre commerciale. L'économie du Canada, malgré cela, est demeurée résiliente. Les Canadiens ont créé plus de 160 000 emplois depuis septembre. Les salaires augmentent, l'inflation baisse, mais on ne s'arrête pas là. On bâtit grand et on bâtit maintenant avec du bois canadien, avec l'acier canadien et des travailleurs syndiqués. Nous faisons les investissements dans l'infrastructure les plus gros de notre histoire.
Nous avons aussi de longues carrières dans les métiers de la construction. Les conservateurs continuent de s'objecter, de jouer à leur petit jeu, mais nous travaillons pour les Canadiens. Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, il n'y a rien de plus essentiel que la nourriture. On ne peut pas vivre si on ne mange pas à sa faim. Et voilà que malheureusement, les familles canadiennes, toutes les familles canadiennes, sont confrontées à la pire inflation alimentaire des pays du G7, c'est-à-dire 6,2 %. Et c'est l'inflation qui est 2 fois plus élevée que celle qu'il y a aux États-Unis. Et les banques alimentaires débordent au Canada. Quand le gouvernement va-t-il prendre des actions concrètes et efficaces pour vraiment s'attaquer directement avec de bons résultats contre l'inflation alimentaire? Le ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. En effet, les prix de l'épicerie augmentent, nous le savons. C'est pour ça que nous sommes en mode solution. Nous avons proposé devant ce Parlement une solution claire, qui est d'ailleurs soutenue par le camp conservateur, qui vise à redonner 1 200 $ pour une famille de 4 et 900 $ à une personne seule. Nous sommes là pour aider les Canadiens dans ces moments d'inflation alimentaire. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Ça prend des mesures qui ont un impact et des résultats concrets à long terme, Monsieur le Président, parce que la situation s'envenime. En fin de semaine, je faisais mon épicerie et le gérant de l'épicerie est venu me parler. Il était découragé. Il m'a dit que maintenant, ce sont des pères et des mères de famille qui volent de la nourriture. C'est là où on est rendu, Monsieur le Président. Vérification faite, le Conseil canadien du commerce au détail affirme que 9 milliards de dollars est volé en nourriture dans les épiceries. Quand le gouvernement va appliquer des mesures concrètes pour combattre à long terme l'inflation alimentaire? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous sommes là à long terme. Le programme est sur une période de 5 ans et donc, nécessairement, ça va pouvoir soutenir les familles à travers cette période d'augmentation des prix à l'épicerie. Mais nous sommes là aussi via d'autres programmes. L'Allocation canadienne pour enfants, être là aussi pour tout ce qui est programme d'alimentation scolaire. Enfin, bonne nouvelle, il y a eu une entente qui a été signée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Nous serons là pour nos enfants, nous serons là pour nos familles, nous serons là pour les gens partout à travers le pays. Bravo. L'honorable député de Saint-Jean. La ministre a révélé que 85 000 retraités ont des problèmes avec leur pension de vieillesse à cause du logiciel Curam, et ce, parfois depuis 9 mois. Le gouvernement a été averti par ses propres fonctionnaires dès l'été. Et pourtant, tout ce qu'il trouve à répondre encore aujourd'hui, c'est s'il y a des cas, donnez-nous les noms. Monsieur le Président, à 85 000 noms, on n'est plus dans des cas isolés. On est devant un autre fiasco, comme Phoenix ou comme la crise des passeports. Pourquoi est-ce que les libéraux ont attendu que ça affecte 85 000 personnes avant de réagir? L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. La conversion pour la sécurité de l'AVS est terminée. Elle a été réalisée en deçà du budget. Plus de 7 millions d'aînés reçoivent maintenant leur prestation à temps grâce à un système moderne. Le coût total de Curam vise à couvrir 4 projets distincts. Un montant de 6,6 milliards de dollars constituait le montant prévu et approuvé sur la durée de vie du projet. J'invite la députée d'en face à me donner leur nom et nous allons les aider. Député de Saint-Jean. Monsieur le Président, fut un temps où les libéraux disaient aux Québécois « Restez au Canada, sinon vous aurez plus votre pension. » Maintenant, c'est « Restez au Canada, même si vous ne l'aurez pas plus, votre pension. » Puis en prime, vous allez payer une fortune pour ce fiasco parce que le logiciel Curam est rendu à presque 5 milliards en dépassement de coûts. Monsieur le Président, c'est cher payé pour priver les retraités de leur pension de vieillesse. Pourquoi, à chaque fois que le fédéral s'en mêle, ça finit par des explosions de coûts puis pas de service? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la secrétaire d'État vient de faire état de la situation. Il s'agit d'une modernisation de l'État qui va permettre aux aînés de s'inscrire pour la sécurité de la vieillesse, pour faire en sorte qu'ils aient leurs prestations à temps et au bon montant. Évidemment, s'il y a des cas, et je pense que si oui, les gens dans cette Chambre en auraient entendu parler, évidemment, les invités, les collègues sont invités à nous faire part de ces cas-là, mais je vous assure, Monsieur le Président, que les quelques cas, les quelques erreurs qui ont été faites sont en train d'être... L'honorable député de Shefford. Monsieur le Président, la ministre a dit que 85 000 retraités ont des problèmes avec leur pension de vieillesse à cause du fédéral.
Quand on est rendu à 85 000 victimes, il est temps que les libéraux arrêtent de traiter ça comme des cas isolés. Il faut déployer des ressources pour régler ces dossiers-là qui s'empilent à Ottawa. Il faut régler les problèmes du logiciel QRAM. Il faut aider les fonctionnaires à mieux servir notre monde. Et au minimum, il faut arrêter de traiter les problèmes des retraités à la légère. Quand est-ce que le fédéral va se mettre au travail pour ces gens-là? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, il y a 7 millions de Canadiens qui profitent de la sécurité de la vieillesse. Il y a eu modernisation des systèmes informatiques qui régissent ce programme-là. C'est en effet une amélioration et une modernisation de l'État qui va permettre à, comme exemple, un aîné de s'inscrire en ligne au lieu d'attendre dans un bureau de Service Canada ou attendre au téléphone, Monsieur le Président. 85 000, c'en est 85 000 de trop, on s'entend, mais Monsieur le Président, les erreurs se rectifient et les gens seront... L'honorable député de Kildonan-Saint-Paul. La semaine dernière, les libéraux ont annoncé 2,3 milliards de subventions pour l'achat de véhicules électriques, des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis qui seront admissibles à ces subventions. C'est inconcevable que le gouvernement libéral lance un programme de plusieurs milliards de dollars financé par le contribuable qui profitera directement au secteur automobile américain au moment où la guerre tarifaire menée par Trump a déjà coûté 5 000 emplois à notre secteur de l'automobile canadien. Le gouvernement va-t-il faire marche arrière et empêcher les États-Unis d'accéder à cette subvention de 2,3 milliards de dollars? Oui ou non? La ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, effectivement, bonne nouvelle. La semaine dernière, on a annoncé notre stratégie automobile basée sur 2 objectifs. D'abord, assurer de soutenir la production d'automobiles au Canada et aider les entreprises aussi qui produisent et construisent ces voitures au Canada. Il faut encourager l'électrification et son avenir. Donc, mis à part les conservateurs, tout le monde semble être pour. Le Premier ministre Ford, les syndicats, l'industrie, même les environnementalistes et les groupes de consommateurs. Pourquoi les conservateurs, eux, ne peuvent pas nous appuyer? La députée de Kildonan-Saint-Paul. Vous savez qui est pour aussi? Donald Trump, parce que 2,3 milliards de dollars sont désormais accessibles à son marché automobile alors que la guerre commerciale coûte à notre économie des milliers d'emplois. Encore une fois, c'est inconcevable que les libéraux fabriquent ou créent un programme qui accorde des milliards de dollars d'argent des contribuables ou un accès à des producteurs américains. Pourquoi subventionner le secteur de l'automobile américain? Les libéraux vont-ils faire marche arrière, oui ou non? Honorable ministre. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de temps et de respect pour ma collègue, mais je dois dire que je ne comprends pas pourquoi les conservateurs ne veulent jamais dire qu'ils s'opposent aux tarifs américains contre le secteur automobile. Ils défendent les emplois à Brantford, mais les travailleurs sont attaqués par des tarifs injustifiés, injustifiables. Comme nous l'avons fait dans les années 80, lorsque les usines de compagnies américaines fermaient, nous avons ouvert les bras aux fabricants japonais. C'est ce que nous allons faire encore une fois. Le député de Dufferin-Caledon. En Amérique du Nord, quand les libéraux annoncent leur plan de subvention pour les véhicules électriques, Donald Trump s'en réjouit. Il dit qu'il veut prendre tous les emplois du secteur automobile canadien pour les amener aux États-Unis. Mais avec les libéraux, il est en train de réussir. 5 000 travailleurs ont déjà perdu leur emploi. L'usine de GM à Brampton est maintenant aux États-Unis. Donc, ils réussissent avec les libéraux. Les travailleurs de l'automobile ne veulent pas que l'argent des contribuables subventionne des véhicules fabriqués par les Américains. La ministre va-t-elle les regarder droit dans les yeux aujourd'hui et leur dire qu'aucun argent de contribuable canadien n'ira à l'Amérique de Trump pour construire des véhicules américains? La ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, vous savez ce qu'on fait de notre côté. On regarde les gens droit dans les yeux et on leur dit on va défendre vos emplois. C'est ça que fera cette stratégie. Il s'agit d'appuyer la production automobile au Canada et nous nous assurons de parler avec des Coréens, des Allemands, des Chinois pour créer de bons emplois ici. Nous n'allons pas laisser notre industrie disparaître ou s'en aller bout par bout aux États-Unis. Nous avons une stratégie et les conservateurs devraient nous appuyer. Le député de Dufferin-Caledon.
Écoutez, je me sens mal pour la ministre qui essaye de justifier comme elle le peut le fait d'envoyer de l'argent à l'Amérique de Trump pour subventionner la production de véhicules électriques américains, alors que le président a déclaré la guerre économique à notre pays. Il veut chacun des emplois canadiens transférés aux États-Unis. Avec les libéraux, il est en train de réussir. L'économie canadienne se fait décimer. Le plan des libéraux permet aux fabricants automobiles d'accéder à l'argent des contribuables canadiens pour se faire subventionner. C'est honteux, c'est inconcevable. Va-t-elle présenter des excuses aux travailleurs de l'automobile canadien pour cette politique indigne de ce nom? L'honorable ministre. Because my C'est pas parce que mon collègue parle plus fort qu'il a raison. Écoutez, ce qui est vrai, c'est que nous avons fait face aux tarifs américains avec des contre-tarifs. Chaque fois que la production s'est réduite au Canada, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons limité l'accès au marché de Stellantis de 50% by 24. ou de GM de 24,3%. Nous allons investir chez nous et pour créer de bons emplois au Canada. Member for Oxford. Le député de Oxford, Monsieur le Président, les travailleurs de Camille ont été dévastés l'année dernière quand ils ont perdu leur emploi. Mais ça a été pire. La semaine dernière, ils ont reçu leur indemnité de licenciement pour constater que la moitié était récupérée par le fisc. C'est des milliers de dollars et beaucoup de ces travailleurs ne peuvent pas s'attendre de faire pour leur déclaration d'impôt l'année prochaine. Ils ont des factures à payer, leur hypothèque, acheter à manger. Les libéraux vont-ils travailler avec nous, soutenir les travailleurs de Camille et leur accorder un allègement fiscal immédiatement pour qu'ils puissent avoir les moyens de vivre? La ministre. Monsieur le Président, le seul parti qui se bat contre les travailleurs, c'est le parti d'en face qui a voté contre le budget. Alors que dans le budget, on annonçait le travail que nous faisions pour protéger les travailleurs dans ce genre de situation. Grâce à la vision proactive du gouvernement, nous voulons protéger les travailleurs dans cette situation. Les travailleurs qui perdent leur emploi désormais peuvent garder leur paye. Ils n'ont pas besoin d'attendre l'assurance emploi. Les travailleurs vont recevoir aussi 20 semaines supplémentaires en plus des réajustements. Nous sommes là pour les travailleurs et nous n'allons pas voter contre, bien sûr, les mesures qui les aident. Le député d'Oxford, Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse à ma question, mais c'est tristement ironique que pendant que les travailleurs de l'automobile perdent leur emploi, ils voient leur indemnité saisie par le fisc. Les libéraux distribuent 2,3 milliards de dollars de subventions pour des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Tout ça se produit alors que les États-Unis imposent des droits de douane sur les voitures fabriquées au Canada. L'argent des contribuables canadiens ne devrait pas servir à financer les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Donc ma question est très simple. Pourquoi l'argent des travailleurs canadiens est-elle utilisé pour financer des emplois américains? Le secrétaire parlementaire, Monsieur le Président, je connais le député, je sais qu'il se soucie beaucoup des travailleurs canadiens comme nous. L'usine d'Ingersoll est à côté de chez moi. Je parle souvent à Brian Petrie, le maire d'Ingersoll, qui fait un travail très difficile dans les circonstances. Les travailleurs, je les connais. Les agences sociales sont là sur le terrain pour répondre à leurs besoins. On devrait travailler ensemble en leur nom. Il sait aussi, Monsieur le Président, que pour l'indemnité de départ, l'ARC la traite comme d'habitude. C'est la loi qui l'exige. Il s'agit de mettre de côté la partisanerie et travaillons ensemble pour les gens de Ingersoll et pour toute l'industrie automobile. Le député de Windsor-West, le Premier ministre, a engagé 2,3 milliards de dollars pour subventionner les véhicules électriques. Mais la plupart de ces véhicules sont fabriqués à l'étranger. Le ministre de l'Industrie elle-même a admis que seul un véhicule électrique est fabriqué au Canada. Les Canadiens sont forcés de subventionner des rabais de véhicules fabriqués aux États-Unis alors que des milliers de travailleurs de l'automobile au Canada ont perdu leur emploi à cause des tarifs américains. Pourquoi la ministre force-t-elle les travailleurs à subventionner les véhicules américains? Il faudrait éliminer la TPS sur tous les véhicules. Est-ce que ça ne serait pas plus sensé? Monsieur le Président, je corrigerai mon collègue. Il n'y a pas qu'un seul véhicule fabriqué au Canada, la Dodge Charger, il y a aussi la Pacifica, il y en aura d'autres. Nous avons 2 usines à batterie, une aussi à Windsor. Et là, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi les conservateurs sont contre
une usine LG de batterie. Il y en a une qui est en train d'être construite actuellement par Volkswagen. Des milliers d'emplois qui s'en viennent bientôt à St. Thomas. Quand il s'agit de travailleurs de l'automobile, nous allons continuer de nous battre pour eux. Nous n'allons pas rester sans rien faire alors que l'industrie traverse une des périodes les plus difficiles depuis des décennies. Nous serons là pour nous battre pour eux. Le député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur le Président, on critiquait le fédéral qui fait rien pour contrer les chauffeurs à rabais. Mais c'est pire que ça. Non seulement Ottawa fait rien pour les contrer, mais leur donne des contrats. Post Canada a fait affaire avec minimum 25 entreprises qui embauchent des chauffeurs à rabais, dont une qui est impliquée directement dans un accident mortel. Puis le pire, c'est que le fédéral en a été averti il y a 2 ans par l'Alliance du camionnage. Quand est-ce que les libéraux vont enfin créer un registre des entreprises croches au lieu de les embaucher? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, Post Canada collabore évidemment avec de nombreuses entreprises de camionnage à travers le pays. Le PDG de Post Canada nous assure que l'entreprise n'avait aucun lien, l'entreprise en question, avec le modèle Driver Inc. Tous les fournisseurs sous contrat reçoivent des attentes claires, un code de conduite à respecter et les conséquences en cas de non-respect. En tant que gouvernement, nous attendons évidemment de Post Canada qu'elle respecte ces normes. L'honorable député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur le Président, Post Canada a embauché 25 entreprises qui font affaire avec des chauffeurs à rabais. Les libéraux ont été avertis du problème depuis au moins 2 ans. On leur a proposé 10 solutions. Puis non seulement ils refusent de les appliquer, mais ils nourrissent la bête. Rendu là, c'est plus de l'aveuglement volontaire, on est rendu à de la complicité. Les libéraux viennent d'envoyer 1 milliard à Post Canada. Est-ce qu'ils peuvent au moins s'assurer que cet argent-là s'en ira pas des entreprises croches? The Honourable Parliamentary Secretary. Thank you, Mr. Speaker. Canada Post is Merci, Monsieur le Président. Post Canada est fier de travailler avec bon nombre de compagnies de camionnage partout au pays. Le PDG de Post Canada nous a garanti qu'il n'y avait pas de lien avec le modèle de chauffeur à rabais. Tous les contrats sont fournis avec des attentes bien claires, un code de conduite à respecter et des conséquences lors de non-conformité. Notre gouvernement s'attend à ce que Post Canada suive ces normes. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, la semaine dernière, le député de Beauport-Limoilou nous a dit à cette Chambre que le tramway de Québec était rendu à 13 milliards de dollars. Vous avez bien compris, Monsieur le Président, 13 milliards de dollars. C'est 5 milliards de plus que ce qui est prévu dans l'entente entre Québec et la Caisse de dépôt et de placement. Est-ce que le ministre des Finances peut nous confirmer que le coût du tramway de Québec est à 7,6 milliards ou 13 milliards de dollars, comme le député de Beauport-Limoilou le dit? Ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci pour la question. Le Québec Tramway. Le tramway de Québec a un investissement de 1,44 million de dollars du gouvernement fédéral. Nous continuons d'investir de grosses sommes dans les transports en commun partout au Canada, notamment le fonds du transport en commun ainsi que le fonds pour bâtir des communautés plus robustes. Des dizaines de millions de dollars sont rendus disponibles si la Chambre appuie le budget qui seront alloués au transport en commun. Le Québec, d'autres provinces, les villes auront accès à ce fonds grâce à l'aide de la Chambre pour financer de grands projets. Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, 1,4 milliard, c'est la promesse d'il y a 9 ans. Ça, c'est la première partie. Là, maintenant, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Et le député de Beauport-Limoilou dit que le projet serait rendu à 13 milliards. 40 que le fédéral s'est engagé à mettre de 13 milliards. Est-ce que les libéraux sont capables de suivre? Parce que dans le budget, actuellement, on voit que c'est 0 pour l'ensemble du Québec. Il n'y a aucun budget pour le transport collectif. Donc, ça doit être 0 pour Québec. Ou est-ce que les libéraux peuvent dire d'autres choses aujourd'hui? Leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le député de Beauport-Limoilou a plus fait pour le tramway dans ses 9 mois ici et dans cette Chambre que ce député a fait pendant ses 10 ans dans cette Chambre. Ça, je vous l'assure. Notre gouvernement appuie le projet de tramway depuis 2018. Contrairement à ce député-là, à ce jour, l'engagement fédéral, comme vient de le dire mon collègue, s'élève à près de 1,4 milliard de dollars, démontrant l'importance que nous accordons à ce projet de transport collectif pour la région de Québec. On poursuit évidemment encore des discussions avec Québec dans le cadre de notre fonds pour le transport en commun et des sommes également disponibles par l'entreprise du fonds pour les collectivités. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. La même mauvaise gestion libérale se répète comme un mauvais film. Rappelez-vous, Arrive-Can en 2022, budget 86 000, coût réel 60 millions.
5 ans après, même équipe libérale, les scandales informatiques se répètent avec Curam. Budget de départ 1,6 milliard, coût réel 6,6 milliards et c'est un échec. Le ministre des Transports qui répond qu'il y a quelques cas, 86 000 aînés qui attendent leur argent. Vous dites quoi à nos aînés qui écoutent, comme Mme Sylvie Bolduc de mon côté? Votre réponse en passant est en direct présentement. Moi, j'ai pas de réponse à donner. Je confirme à l'honorable député que j'ai pas de réponse à donner. L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. La sécurité de la VA, c'est terminé. Elle a été réalisée en deçà du budget. Plus de 7 millions d'années reçoivent maintenant leurs prestations à temps grâce à un système moderne. Le coût total de Curam vise à couvrir 4 projets distincts. Un montant de 6,6 milliards de dollars constituait le montant prévu et approuvé sur la durée de vie du projet. J'invite les députés d'en face à me donner leur nom et nous allons les aider. Merci. Honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Kataskomig, Témiscouata. Monsieur le Président, au Québec, on a vu les dépassements de coûts de SACLIC, des centaines de millions partis en fumée. Mais ça, Monsieur le Président, c'est de la petite bière par rapport au fédéral, au fiasco fédéral sur Curam. 6,6 milliards au lieu de 1,6 milliard, c'est 5 milliards de dépassement de coûts pour un logiciel raté qui devait gérer les pensions de vieillesse et qui ne marche même pas comme il faut. Actuellement, il y a 86 000 personnes, des aînés, qui ne reçoivent pas leur argent par les compétences fédérales. Les libéraux gaspillent toujours des milliards et ce sont les Canadiens qui en subissent les conséquences. Quand est-ce que ce gouvernement va faire... Qu'est-ce que ce gouvernement va faire avec ce SACLIC fédéral? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je veux dire à Mme Bolduc, qui manifestement nous écoute, aux commettants de peu importe lequel député, effectivement, un cas, c'est un cas de trop. On va toutes les régler. Mme Bolduc et tout le monde vont avoir à la scène près les prestations auxquelles ils et elles ont droit. Mais, Monsieur le Président, on est ailleurs. On a moderniser une infrastructure technologique de l'État qui va bien servir les Canadiens, qui va permettre un meilleur service et justement l'accès plus rapide à la sécurité de la vieillesse, Monsieur le Président. Honorable député de Chicoutimi, Le Fjord. Monsieur le Président, le nouveau logiciel Curam pour gérer les prestations de sécurité de vieillesse, c'est une vraie catastrophe. Non seulement qu'il dépasse les coûts prévus, mais il fonctionne tellement mal que les propres employés lui donnent une note de 5 sur 10 et moins. Puis selon une employée, si le ministère avait écouté les agents, on aurait pu développer un système 1000 fois plus facile à utiliser. Pourquoi les aînés doivent-ils subir les conséquences de ce fiasco SACLIC fédéral? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, c'est fou. C'est faux, Monsieur le Président. En fait, 7,4 millions ont été migrés en mars 2025. Les aînés peuvent faire demande directement en ligne. On parle d'un système vieux de 60 ans. Les Canadiens s'attendent à ce qu'on garde nos systèmes informatiques modernes et c'est ce que nous faisons. Si le député a des noms à nous donner, qu'il le fasse, ça va nécessairement accélérer le traitement de leur dossier. Le député de Hamilton-West, Ancaster, Dundas. Le gouvernement des États-Unis a commencé une guerre commerciale contre le Canada. Really couldn't hear a word of that. Je n'ai rien entendu, dit le président. Je demanderai au député de recommencer. Il peut recommencer. Le gouvernement des États-Unis a commencé une guerre commerciale contre le Canada. De toute évidence, il me manque un peu de contexte. Peut-être qu'on pourrait mettre ça de côté. De bonne foi. Je ne veux dénoncer qui que ce soit. Le député de Hamilton, Ancaster Dundas. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement des États-Unis a commencé une guerre commerciale contre le Canada.
En réponse, le premier ministre s'est engagé à aider les entreprises. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bon, ça va peut-être prolonger la période de questions. Je vise un nouveau record aujourd'hui, 15h03 ou 15h04. Mais on va essayer une autre fois. On n'a pas le choix. Ça pourrait durer longtemps. Ça va enlever du temps au comité. Alors, le député de Hamilton West, Ancaster Dundas, a la parole. Et voyons si on peut se rendre au bout. Alors, il peut recommencer. Le gouvernement des États-Unis a commencé une guerre commerciale contre le Canada. En réponse, le premier ministre s'est engagé à prendre des mesures pour aider les entreprises canadiennes à s'adapter et à croître. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles peut-il dire à cette Chambre ce que fait le gouvernement pour soutenir les entreprises touchées par les droits de douane injustifiés? Merci. L'honorable ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je tiens à remercier mon honorable collègue de cette excellente question. Notre gouvernement se tient aux côtés des entreprises qui subissent les conséquences des droits de douane américains injustifiés. Nous avons des mesures ciblées pour aider les entreprises à s'adapter et à se réoutiller. Cela comprend 1 milliard de dollars pour l'initiative régionale d'allègement tarifaire qui aide les entreprises à protéger les emplois et à se diversifier sur de nouveaux marchés. Nous ne nous contentons pas d'aider les entreprises à traverser cette période difficile. Nous veillons à ce que les entreprises s'en sortent plus fortes. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Les Canadiens ont été déçus de voir que ce premier ministre ne tient pas ses promesses. Il avait promis l'économie la plus forte du G7, mais nous avons perdu 52 000 emplois du secteur privé. Il avait promis de construire à des vitesses jamais vues depuis des générations. Les conservateurs ont offert des solutions, comme la loi sur la souveraineté. Monsieur le Président, quand vont-ils commencer à créer des emplois au lieu de perte d'emplois? L'honorable ministre. Monsieur le Président, les conservateurs n'ont que des slogans. Ça n'aide pas à nourrir les familles. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous avons mis fin à la taxe carbone pour les consommateurs. Il y a quelques semaines, nous avons mis en place une allocation pour l'épicerie. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer à nous concentrer sur l'abordabilité pour les familles. Que l'autre côté cesse de nous mettre des bâtons dans les roues. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président, je ne sais pas sur quoi il se concentre, mais moi, ma question portait sur les résultats des politiques. Parlons des résultats. 52 000 emplois du secteur privé perdus, 28 000 dans le secteur manufacturier. Ça, c'est le mois dernier. Il a parlé du prix de l'épicerie. Nous avons l'inflation alimentaire au pays qui est plus du double de celle aux États-Unis. Monsieur le Président, si le député ne peut pas répondre aux questions sur les résultats, il peut peut-être se pencher sur les rapports de Statistique Canada. Il devrait voir tous les problèmes que voient les Canadiens. Monsieur le Président, ces conservateurs étaient d'accord pour donner des chèques aux millionnaires. Ils étaient favorables à ces chèques d'allocation familiale. Ils ont voté contre le programme alimentaire scolaire. Tous les programmes que nous avons mis en place, ils ont voté contre. Eux, ils se concentrent sur l'obstruction. Nous, on se concentre sur les familles canadiennes. Le député de Haldimand, Norfolk. Monsieur le Président, les Canadiens perdent des emplois, des usines ferment et les investissements fuient le Canada. Le Canada a perdu 52 000 emplois du secteur privé le mois dernier seulement. Les travailleurs et les familles en paient le prix. Des employés de GM à Oshawa aux familles forestières du Québec qui ont du mal à joindre les deux bouts.
C'est tout le contraire de ce que le premier ministre avait promis. Quand les libéraux admettront-ils que leur rhétorique est loin de la réalité à laquelle les Canadiens sont confrontés et écouteront-ils enfin les solutions conservatrices dictées par le gros bon sens? Le secrétaire parlementaire. Des emplois ont été créés l'année dernière. Les salaires dépassent l'inflation depuis presque 3 ans. Le taux d'inflation respecte les lignes directrices de la Banque du Canada à 2,4 %. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur l'avenir du Canada. Le budget de 2025 jette les bases. Les conservateurs vont-ils mettre la politique de côté et travailler au nom de leurs commettants? Travaillons pour le Canada maintenant. La députée de Haldimand-Norfolk. Monsieur le Président, le premier ministre a promis l'économie la plus dynamique du G7, mais la croissance du PIB a stagné. Le secteur de la fabrication de l'automobile et de la foresterie sont tous en déclin et les familles de Haldimand-Norfolk craignent pour leur subsistance à mesure que l'économie s'affaiblit. Malgré cela, le gouvernement n'a abrogé aucune loi anti-développement. Quand les libéraux admettront-ils enfin que leur plan économique est un échec et supprimeront-ils les obstacles et les charges fiscales qui freinent les travailleurs canadiens et l'économie? Le secrétaire parlementaire. 240 ententes ont été signées entre le gouvernement fédéral et diverses municipalités pour le Fonds d'accélération du logement. Les faits sont clairs. Nous devons construire davantage des duplex, des triplex, ce genre de vision mis en place par cette entente. Ils peuvent écouter l'ancien premier ministre Harper qui, l'autre jour, a conseillé à tous les députés de travailler ensemble au nom du pays. Le temps compte, il faut être à la hauteur. Nous sommes en moment de crise. Nous pouvons réagir maintenant. La députée de Long Ridge Mountains. Monsieur le Président, Terre-Neuve et Labrador continuent d'afficher l'un des taux de chômage les plus élevés au Canada, soit 10,7 %, bien au-dessus de la moyenne nationale. Statistique Canada rapporte que 52 000 emplois ont été perdus dans le secteur privé depuis l'année dernière. Et la Banque du Canada prévoit que la croissance économique ne sera que de 1,1 % l'année prochaine. Les entreprises retardent leur expansion et leur investissement. Chez nous, cela signifie moins de projets, moins d'emplois et plus de gens qui partent pour trouver du travail. Quand le premier ministre admettra-t-il que son plan économique ne fonctionne pas? Écoutera-t-il les solutions que nous avons proposées et supprimera-t-il les obstacles qui empêchent la création d'emplois pour les Canadiens? L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'ai de bonnes nouvelles pour cette députée. Dans le budget 2025, nous faisons croître notre pays. Nous faisons croître Terre-Neuve et Labrador et le reste du Canada. Nous travaillons pour investir dans nos programmes d'apprentis. Nous construisons des routes, des écoles. Le défi, c'est que l'opposition fait de l'obstruction à toutes les étapes. Aidons le Canada à croître en travaillant ensemble. Le député de Long Ridge Mountain. Monsieur le Président, le fait est que le premier ministre avait promis la croissance économique la plus rapide du G7, mais la croissance du PIB a stagné à 0 et le PIB par habitant est resté stable. Les jeunes quittent leur foyer parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi stable. Nous avons proposé la loi sur la souveraineté canadienne qui permettrait d'accélérer le développement des ressources en abrogeant les lois qui détruisent des emplois, comme le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre provenant du pétrole et du gaz, et qui récompenserait ceux qui développent et protègent l'innovation. Quand écouteront-ils nos idées afin que les gens puissent rester et vivre dans l'endroit qu'ils aiment? Honorable ministre. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la députée que de voter contre les projets de loi qui soutiennent les travailleurs canadiens, les communautés canadiennes et la province de Terre-Neuve et Labrador, c'est de l'obstruction. Si la députée veut que notre province puisse croître, nous sommes prêts, mais l'autre côté doit travailler avec nous. Le député de Mission-Matsqui, Abbotsford. Merci, Monsieur le Président. Les petites entreprises paient le prix de l'échec économique du premier ministre. En janvier, 52 000 emplois ont été perdus dans le secteur privé et 39 milliards de dollars d'investissement ont fui vers les États-Unis. Les entreprises canadiennes retardent leur expansion et les travailleurs perdent leurs moyens de subsistance. Le premier ministre avait promis l'économie la plus dynamique du G7, mais la croissance est au point mort.
Aucune loi anti-développement n'a été abrogée par ce gouvernement. Quand le premier ministre mettra-t-il en place des mesures nécessaires pour que le secteur privé puisse protéger l'économie canadienne avec les menaces américaines? L'honorable ministre. Le premier ministre a un plan pour construire le Canada. Il a énoncé et nous prenons des mesures. Les gens de la Colombie-Britannique veulent voir les investissements que nous faisons. Ils veulent que les grands projets aillent de l'avant. Ils veulent de nouveaux logements. Ils veulent que notre économie puisse devenir l'économie la plus forte du G7. Nous allons de l'avant avec ce plan. Pouvons-nous compter sur les conservateurs? Le député de Northumberland, Clark. Monsieur le Président, le premier ministre a promis le changement. Il a promis l'économie la plus forte du G7. Mais nous avons vu 58 milliards de dollars d'investissement fuir vers les États-Unis. Nous avons perdu 28 000 emplois manufacturiers. Promettre de construire un oléoduc n'est pas suffisant. Créer la bureaucratie, ça ne suffit pas. Approuver des projets qui ont déjà été approuvés, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de mettre les projets en œuvre maintenant. Le premier ministre va-t-il travailler avec les conservateurs pour rétablir la souveraineté du Canada face à la menace américaine? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, 160 000 emplois ont été créés depuis septembre. Les salaires sont en hausse. L'inflation respecte les lignes directrices. Nous savons que certains secteurs, comme le secteur automobile, ressentent les tarifs, mais nous avons un plan qui a été énoncé dans notre budget, qui a été présenté à l'automne. Monsieur le Président, malheureusement, les conservateurs bloquent le budget en comité. Si ce député veut faire une différence pour les travailleurs de sa communauté, il n'a qu'à adopter le budget. Ainsi, nous pourrons nous mettre à construire, nous pourrons protéger les emplois et soutenir les collectivités. Le député va-t-il se joindre à nous? Le député de Cloverdale, Langley City. Je viens d'assister à un événement organisé par Speed BC dans une salle remplie d'ingénieurs et de technologues hautement qualifiés. Ils se demandaient si la prochaine vague d'investissement dans le secteur manufacturier resterait ici ou irait aux États-Unis. Ils veulent des solutions pour que leurs emplois soient sécurisés. Statistique Canada indique que nous avons perdu 25 000 emplois le mois dernier dans le secteur manufacturier seulement. Cela signifie moins d'heures de travail, des budgets plus serrés et davantage de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Le gouvernement doit reconnaître que ce qu'il fait ne fonctionne pas. Quand les libéraux écouteront-ils nos solutions constructives à ce problème urgent? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, construire une économie forte, ce n'est pas seulement un secteur, mais tous les secteurs. Nous devons investir dans l'économie de l'avenir aujourd'hui. Nous devons investir dans la technologie. Nous devons investir dans l'intelligence artificielle. Nous devons créer les emplois de l'avenir dans les industries où les gens peuvent être des meneurs. Monsieur le Président, nous veillons aussi à investir dans les sciences de la vie, dans la technologie, dans le commerce électronique, dans l'énergie. Nous voulons créer les emplois de demain aujourd'hui. Le député de Madawaska-Restigouche. Monsieur le Président, un système de santé fonctionnel repose sur une infrastructure de données moderne. Or, à l'heure où les données circulent à une vitesse fulgurante, trop de médecins et d'infirmières sont encore contraints d'utiliser des technologies obsolètes, comme le télécopieur, pour partager des renseignements sur leurs patients. Est-ce que la ministre de la Santé peut nous indiquer les mesures prises par notre gouvernement pour éliminer ces obstacles, renforcer la sécurité pour les patients et ainsi sauver des vies? Merci, Monsieur le Président. Honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour sa question. Vous savez, le temps que les patients passent à attendre le transfert de leurs dossiers médicaux au lieu de recevoir des soins peut être fatal. En même temps, les professionnels de la santé passent beaucoup trop de temps à imprimer des documents et pas assez à aider les gens. La loi visant notre système de santé connecté au Canada, que nous avons déposée la semaine dernière au Sénat, brisera les silos et bâtira l'infrastructure de données sur la santé pour tous les Canadiens. Alors, je me réjouis de travailler avec les députés et les sénateurs pour faire adopter ce projet de loi dès qu'il sera présenté. Le député de Brantford-Brant Sud, Six Nations. Monsieur le Président, l'extorsion est une crise nationale. Elle a explosé de 330 % depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux à Brampton, Surrey, Calgary et partout au Canada. Les Canadiens sont menacés, victimes de coups de feu et d'attaques à la bombe incendiaire, tandis que des gangs criminels et des non-citoyens violents extorquent des familles grâce à l'inaction des libéraux.
Le premier ministre appuiera-t-il notre plan et celui du premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique visant à empêcher les extorqueurs et les criminels dangereux de profiter des demandes d'asile ou continuera-t-il à protéger les criminels au détriment des Canadiens? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous aidons les gens qui ont été touchés par l'extorsion. Et j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, que nous devons travailler ensemble pour mettre fin à l'extorsion. Le parti de l'autre côté doit contribuer à l'adoption du projet de loi C2. Tous les gens à qui j'ai parlé ont demandé un accès légal. Monsieur le Président, c'est l'un des outils les plus importants pour mettre fin à l'extorsion. Il faut mettre fin à l'obstruction et nous devons mettre en place des outils importants pour les forces de l'ordre. Le député d'Abbotsford, South Langley. L'extorsion a augmenté de 330 depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux partout dans notre pays. Les Canadiens sont victimes d'attaques et les libéraux rejettent les plans des conservateurs visant à mettre fin à cette violence. Aujourd'hui, des extorqueurs condamnés exploitent les failles de notre système judiciaire et d'immigration en déposant des demandes d'asile pour rester au Canada. Les libéraux vont-ils travailler avec nous et soutenir notre plan pour empêcher les non-citoyens condamnés pour des crimes graves de présenter des demandes d'asile ou vont-ils continuer à se ranger du côté des criminels? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous avons présenté le projet de loi C2. Le projet de loi C2 s'attaque à ce problème. Il y a aussi d'autres mesures comme l'accès légal. Je suis ravie de voir que les conservateurs ont quelque peu collaboré et scindé ce projet de loi avec le C12 qui est maintenant au Sénat et qui va créer des mesures justement pour ces gens qui tentent d'exploiter notre système. Monsieur le Président, ils ne pourront plus faire une demande d'asile, mais il faut aussi que les députés collaborent sur l'accès légal parce que nous devons mettre la main au collet de ces criminels. Le député de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, les libéraux ont voté contre un amendement conservateur au projet de loi C12 qui aura empêché les non-citoyens reconnus coupables d'un crime grave d'abuser de notre système d'asile et faire une demande. Ils ont voté contre. C'est fou. Les libéraux vont-ils convenir que c'est un amendement qui devrait être accepté? Aussi, les non-citoyens accusés de crimes graves ne devraient pas pouvoir faire des demandes d'asile parce que ça n'a pas de sens. Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, je suis ces cas de près. Le cas en Colombie-Britannique où des gens ont fait une demande d'asile. C12, qui est au Sénat en ce moment, fera en sorte que ces gens ne pourront pas faire de demande d'asile. Alors, nous fermons ces échappatoires, nous travaillons d'arrache-pied pour que les extorqueurs fassent face aux conséquences. Monsieur le Président, je demande que le projet de loi C2 soit adopté pour pouvoir mettre fin à des cas graves de crimes. Merci, Monsieur le Président. La promotion de l'égalité des sexes est essentielle pour bâtir un Canada fort et prospère où chacun peut réussir. Alors que les conservateurs minimisent le contrôle coercitif et débattent des droits des personnes d'US LGBTQI lors de leur congrès, notre gouvernement veille à ce que les organisations de tout le pays disposent du soutien dont elles ont besoin. La ministre de la Santé peut-elle nous dire comment nous renforçons et donnons plus de pouvoir aux organisations nationales de femmes à travers le Canada? Merci. Santé. Monsieur le Président, aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'égalité des sexes a annoncé un financement de plus de 14 millions de dollars pour la Fondation canadienne des femmes, ainsi que 1 million de dollars pour renforcer le travail de l'Institut canadien de recherche pour la protection des femmes. Cela signifie un secteur national des femmes plus fort et plus durable. Cela signifie une plus grande capacité à soutenir les organisations qui font progresser l'égalité des sexes. Et cela signifie une collaboration plus forte pour promouvoir les opportunités, la sécurité et les droits des femmes et des filles partout dans le pays. C'est ainsi que nous construisons un Canada fort. Le député de Wellington-Halton Hills Nord. Monsieur le Président, Hong Kong a condamné Jimmy Lai
à 20 ans d'emprisonnement simplement pour avoir exercé ses droits et libertés. Droit de presse, droit d'expression, droit d'association et droit de réunion garantis par un traité international, la déclaration conjointe sino-britannique. Le gouvernement réitérera-t-il son appel en faveur de la libération de Jimmy Lai et reconnaîtra-t-il que l'emprisonnement de Jimmy Lai constitue une violation d'un traité international? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je remercie l'honorable député de sa question. Le Canada est déçu de la condamnation de Jimmy Lai à Hong Kong. Nous demandons la libération immédiate de Jimmy Lai. En fait, nous avons constamment dénoncé les lois de sécurité depuis leur adoption en 2020. Lorsque j'étais à Beijing, j'ai réitéré notre position de longue date. La persécution des journalistes, des médias et des militants est inacceptable. Monsieur le Président, le Canada va toujours soutenir ces gens. Avant les élections, les libéraux prévoyaient de supprimer l'initiative Les enfants inuits d'abord. Lorsque les Inuits ont appris la nouvelle, ils se sont exprimés par milliers. Sous la pression du Nunavut, les libéraux ont promis de prolonger le programme. Depuis son élection, la ministre des Services aux Autochtones a promis de faire une annonce concernant l'initiative. 9 mois plus tard, les enfants inuits vivent toujours sous le seuil de la pauvreté. Toujours aucune annonce. La ministre va-t-elle enfin agir pour aider les enfants inuits ou doivent-ils se contenter de ses promesses? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je remercie ma collègue de bien représenter ses commettants. Le message a été clair pour moi. Nous devons réagir. C'est pourquoi je travaille avec nos partenaires et j'ai hâte de voir quelles seront les prochaines étapes. Je suis certaine qu'elle sera heureuse de voir les résultats. J'ai bien hâte de pouvoir faire une annonce en temps opportun. And that concludes the question. Ceci met fin à la période des questions pour aujourd'hui.